Encore une fois, je vais vous parler de topologie. Pour beaucoup, la topologie, c'est quelque chose de complètement abscon, qui n'a rien à voir avec la psychanalyse. Pour d'autres, qui sont aficionados de Jacques Lacan, c'est la découverte de Lacan, c'est formidable, et ça fait partie intégrante de la psychanalyse. Bon, puis il y a toute une frange de gens entre les deux qui ne savent pas trop, qui y touchent un petit peu, ou bien qui sont rebutés dès le départ. Bon, moi, j'y suis allé à fond, parce que j'ai pensé dès le début que ça pouvait être une façon de donner une justification scientifique à la psychanalyse. Eh bien, ça se discute. Je ne cesse pas de le discuter, ce n'est pas la première vidéo où je le discute, donc je continue la discussion avec moi-même et avec tous ceux qui veulent bien en faire partie de cette discussion. À quoi ça sert pour la psychanalyse, la topologie? Dire que ça donne une justification scientifique, il reste le mot justification. Ça n'a pas de sens. Ou c'est scientifique ou ça ne l'est pas. Et justement, pendant très longtemps, j'ai répondu à la question « La psychanalyse était-elle une science ?» J'ai répondu par « Oui, elle est une science » et « Non, elle n'est pas une science », en assumant la double réponse, la contradiction. Donc j'ai continué dans cette contradiction qui me semble encore pour aujourd'hui la meilleure des réponses. Mais à quoi sert la topologie dans ce cadre-là? Eh bien ça sert déjà à apprendre à raisonner de manière scientifique et mathématique. C'est-à-dire pas se laisser prendre dans la façon dont certains utilisent même la topologie, en disant « Jacques Lacan a dit » et point final. C'est-à-dire que ce n'est pas de la topologie, c'est de la religion. Ça serait la même chose si quelqu'un disait « Pythagore a dit », voilà, théorème de Pythagore, et j'y crois parce que c'est Pythagore qui l'a dit. Non, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de refaire soi-même la démonstration du théorème de Pythagore. Même chose en physique. Un jour, un grand physicien a dit, Monsieur Higgs, il n'était pas le seul d'ailleurs, j'ai oublié le nom de ses acolytes, dans les années 20-30, il a dit, on ne peut expliquer la masse des particules qu'en supposant que cette masse leur est apportée de l'extérieur, par une autre particule qui doit exister et auquel on a donné le nom de boson de Higgs. Alors on peut y croire, parce que M. Higgs nous l'a dit, on peut y croire parce qu'on a fait des expériences dans de grands collisionneurs du CERN à Genève, et qu'on a trouvé le boson de Higgs, on l'a vu. Mais évidemment, moi je ne peux pas refaire l'expérience, je n'ai pas le grand collisionneur. Mais bon, je fais confiance à ceux qui ont fait ces expériences, parce que justement, c'est des gens à qui on ne la fait pas. Ils ne raisonnent pas de manière religieuse, ils raisonnent de manière, bon, il y a des raisons mathématiques qui ont amené Higgs à faire la supposition que son boson existe, on va vérifier expérimentalement, et c'est vérifié. Je crois en la démarche, et c'est plus une croyance. Je devrais dire autrement. J'admets ce résultat scientifique. Voilà. Les particules n'ont pas de masse de manière intrinsèque, elles l'auraient amenée par une autre particule issue du vide. Vachement intéressant d'ailleurs. Mais bon, venons-en à la topologie, dans ce qu'elle a un rapport, peut-être, avec la psychanalyse. C'est-à-dire à la vie de tout un chacun, finalement. Parce que qu'est-ce que la psychanalyse? C'est analyser la psyché, tout le monde a une psyché. Donc tout le monde ne s'intéresse pas à l'analyser, mais tout le monde a une âme, comme on dit, parce que psyché, ce n'est jamais que le nom grec pour l'âme. Donc, je vais revenir à cette histoire des 3 torsions de la bande de Mébus sur lesquelles je m'acharne depuis 22 ans. Et je vais produire une nouvelle démonstration de ces 3 torsions. Elle n'est pas nouvelle du tout parce que je l'avais déjà trouvée il y a 20 ans. Disons que j'avais trouvé il y a 20 ans cette démonstration, mais je n'avais pas pensé que c'était aussi une démonstration des 3 torsions de la bande de Mébus.
Ce qui m'a permis d'avancer aussi, c'est des contradicteurs qui m'ont dit oui, mais la bande de Mébius n'est pas la bande de Mébius papier, parce que j'avais suffisamment fait la démonstration que la bande de Mébius papier est à trois torsions. On m'a dit oui, mais c'est pas la bande de Mébius papier qui compte, c'est un objet théorique, un objet topologique, mathématique, et c'est ça qui nous intéresse. Et dans ce cas-là, il n'a qu'une torsion. Ok. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait l'expérience, quand on fait une bande de Mébius en tissu, par exemple, un tissu suffisamment souple, elle n'a pas trois torsions, elle en a une. Donc, la texture intervient. Et dans ce cas, si c'est l'objet théorique qui est intéressant, celui qui n'a qu'une torsion, et combien bien mettre comme théorique et n'ayant qu'une torsion, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi je ne l'admettrais pas dans un premier temps, puisque je l'ai admis quand j'ai commencé à étudier la topologie. Puisque j'ai fait cette expérience qu'en faisant une bande de Mébius en tissu, eh bien, effectivement, elle n'a qu'une torsion. Mais il faut qu'on arrête de nous dire, dans tous les ouvrages de psychanalyse, et même de mathématiques, la bande de Mébius est une bande de papier. Et il faut changer ça. Il faut arrêter. Parce que la bande de papier, elle a trois torsions. Démontré. J'ai assez voir mes vidéos là-dessus et mes nombreux articles un peu partout. Alors prenons l'objet théorique à une torsion et refaisons les démonstrations de l'époque où je suis parti, c'est-à-dire en faisant glisser l'image d'un bonhomme sur la bande de Mébius. Et je vous l'avais dit dans une autre vidéo que j'avais consacrée au miroir, j'avais dû le développer dans d'autres vidéos consacrées à la bande de Mébius. Tout vient d'une question que j'avais vue posée au tableau par Robert Samacher il y a bien 25 ans, à savoir, il avait dit, la bande de Mébius, c'est comme le miroir, ou le miroir, c'est comme la bande de Mébius. Mais sans faire de démonstration, rien, poser ça comme ça. Et quand je lui avais amené la démonstration, la bande de Mébius, c'est bien comme le miroir, en faisant glisser justement des images de bonhommes sur la bande de Mébius, il avait refusé de publier mon article en disant non, non, c'est pas ça. Toujours sans démonstration. Ça a été une de mes désillusions qui a fait que très peu après, j'ai arrêté de présenter des articles à des revues, parce que quand les articles sont reçus de cette façon-là, c'est même pas la peine. Je veux dire, où c'est une revue scientifique et il y a un débat, et on accepte que les thèses avancées soient discutées, ou c'est refusé au nom de quoi? Au nom d'une croyance, au nom de la religion, et c'est plus des revues scientifiques. Et donc, ça m'intéresse même pas d'être publié dedans. Mais je continue à avoir envie d'être publié, c'est-à-dire communiquer mes recherches au public, ce que je fais ici. Pas besoin d'aller me faire publier ici et là. Surtout quand les interlocuteurs sont de ce niveau-là, c'est pas la peine. Partons de l'image de la bande de Mébius à une torsion, faisant l'hypothèse que, ok, ça marche. C'est l'objet théorique ou l'objet en tissu qui a une seule torsion. Et appliquons-lui, comme ici, l'image d'un bonhomme. Je m'imagine que c'est moi qui suis collé avec le nez sur la surface de la bande. Avec ma gauche et ma droite, et pour que l'identification soit plus facile, j'ai fait que la main gauche toujours se lève, tandis que la main droite s'abaisse. Et faisons-le circuler sur la bande. On le fait circuler dans ce sens en passant tout de suite par la torsion. Ça le renverse, évidemment, tête par-dessus pied. Et puis si on suit les bords pour se repérer, faites-le, suivez le bord droit par exemple, et vous voyez que le bord droit passe à droite, et ça passe de l'autre côté. De l'autre côté, sur l'autre face de la bande. Ce pourquoi je l'ai noté en pointillé.
Il est de l'autre côté. Et puis on voit sa face maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un sourire et deux petits yeux, hein, c'est un smiley, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure puisqu'il était de dos. Donc ça a inversé le haut et le bas, et le devant et le derrière, c'est-à-dire le dessus et le dessous de la bande. Et puis je continue de faire circuler le bonhomme, et il revient donc à sa position initiale, et ça l'a à nouveau fait basculer la tête au-dessus des pieds. C'est-à-dire que il y a à nouveau une inversion droite-gauche. Non, une inversion haut et bas. Mais on est resté sur la même face. Et ce que je vois, si je suppose que je suis le bonhomme qui n'est pas en pointillé là, qui est donc de dos, et qui regarde son image de l'autre côté de la bande en pointillé, eh bien il voit sa gauche à sa droite et sa droite à sa gauche. Donc c'est bien l'image du miroir. Hein, puisque le miroir inverse la gauche et la droite. Attention, le miroir subjectif. Pas le miroir objectif. Parce que dans le miroir objectif, si vous vous regardez dans un miroir, comme je me regarde en ce moment dans l'image que donne la caméra de moi sur l'écran, si je lève ma main droite, eh bien je vois la main de l'image se lever à droite. Si je prends mon image en objet. Mais si je prends en compte le fait que cet objet, c'est moi, eh bien, c'est que je me suis retourné. C'est subjectif. Je me suis retourné et donc ma droite qui était là est passée à ma gauche qui est là. Le miroir inverse bien la droite et la gauche. Ça, c'est le débat que j'ai eu avec Vapro il y a plus de 20 ans, et il ne voulait pas admettre que le miroir inverse la droite et la gauche. Il voulait en rester au miroir objectif. Il voulait faire de la science, tout en se prétendant psychanalyste, et il laissait de côté ce qui est l'essentiel de la psychanalyse, c'est-à-dire prendre en compte le point de vue subjectif. Ce que tout le monde prend en compte, parce que tout le monde dit bien, le miroir inverse la droite et la gauche. Première approximation, disons, on peut dire oui, à condition de faire tout le tour, eh bien, la bande de Mébius, c'est comme un miroir. Sauf que pour faire tout le tour, il n'a pas fallu faire seulement la torsion, il a fallu aussi faire la courbure qui est en dessous. Ça fait 2 opérations. Hein. Et il y a 2 images différentes. Et donc, quand on dit que la bande de Mébius n'a qu'une torsion, et quand on dit qu'elle est équivalente au miroir, eh bien, on fait l'abstraction, on efface cette fonction de la courbure. Parce que c'est là où le terme fonction est intéressant. La bande de Mébius est intéressante parce qu'elle a pour fonction de mettre en rapport son dessus et son dessous. C'est-à-dire, là, elle fait passer l'image d'un bonhomme de dessus à dessous. C'est ça l'essentiel. Et ce que retiennent les lacaniens, c'est ce qui va dans le sens de l'interprétation linguistique de la psychanalyse, c'est-à-dire dans tout ce que je dis, il y a un dessus et il y a un dessous. Il y a ce que je dis de manière consciente, et ce qui est en dessous, tout le temps, c'est de l'inconscient. C'est pour ça que leurs interprétations, les lacaniens, se fait essentiellement par jeu de mots, c'est-à-dire dans ce qui est dit, on entend aussi autre chose qui est en dessous. C'est la même chose, mais dit autrement. J'ai tout fait pour ma mère. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ou encore, je vais passer un week-end à la mer. Ou ma mère m'a dit, prends-moi dans tes bras. Genre. Bon. Qui sont des façons où le langage semble dire autre chose que ce qu'il dit. Hein? Là, j'ai fait une démonstration sur les images du corps, mais ça peut très bien fonctionner. Avec cette interprétation de la bande de Mébius, il y a une face, mais dans le langage, il y a une face, ce qui est dit, le signifié, et il y a toujours une autre face qui est le signifiant. Ceci même montre déjà que c'est plus compliqué que ça. Et il n'y a peut-être que 2 faces, mais il y a 3 images. Et il y a 2 opérations, au minimum 2 opérations, dont une s'appelle torsion et l'autre s'appelle courbure. Essayons de voir une autre configuration. Je pars du même bonhomme,
et je le fais circuler cette fois dans l'autre sens. Bien entendu, le bonhomme reste sur la même face, il parcourt la courbure. Mais cette fois, il parcourt la courbure et se retrouve donc inversé haut et bas, sa droite restant à sa droite, sa gauche restant à sa gauche, comme toujours, mais ici inversé par rapport à la figure initiale. Je l'ai appelé le miroir inconscient-conscient. Pourquoi l'ai-je appelé ainsi? Eh bien, je m'explique. Regardez bien les deux figures de bonhomme là, et essayez de les rapprocher par la pensée. Qu'est-ce que c'est que cette configuration? Eh bien, c'est celle de moi avec mon image dans un miroir horizontal, un miroir sur lequel je marche. Et la caractéristique de ce miroir, normalement, c'est que justement, je ne vois pas mon image, parce que je regarde devant moi, je ne regarde pas sous mes pieds. J'ai pensé que ça pouvait être une métaphore de l'inconscient. Ça m'accompagne tout le temps, mais je m'en rends pas compte. Par opposition au miroir vertical, où je décide d'aller devant un miroir et je me vois. Et d'ailleurs, je me vois avec toujours quelque chose qui manque. J'essaie de rajouter un coup de peigne, un coup de rasoir, un coup de rouge à lèvres si je suis une femme, ou de maquillage, ou une boucle d'oreille, ou quelque chose comme ça. Enfin, il s'agit de compléter l'image à laquelle il manque quelque chose par rapport à une image idéale que j'aimerais avoir. En revanche, l'image que j'ai sous les pieds, c'est l'image que je ne veux pas voir. Hein. C'est l'image où se trouvent mes pulsions oedipiennes, mes angoisses de castration, toutes ces choses que j'ai refoulées dans l'inconscient. C'est sous les pieds, c'est en enfer, je ne veux pas voir ça. Je suis donc coincé entre l'image idéale à laquelle je cherche à ressembler, un petit ange, et l'image démoniaque où sont mes pulsions archaïques, oedipiennes, sexuelles, etc. Vous voyez l'image consciente obtenue dans un sens, quand on tourne de la droite vers la gauche, et l'image inversée obtenue dans l'autre sens en tournant de la gauche vers la droite. Ces deux images cohabitent bien entendu tout le temps, et c'est tout à fait autre chose, cette définition, que le cohabiter tout le temps du langage, hein, dans le discours lacanien. Là, c'est l'image. Et voyez que c'est autre chose de s'intéresser donc à cette courbure, et voyez tout ce qu'on loupe si on passe à côté de la courbure, si on ne focalise que sur la torsion qui serait toute seule. Autrement dit, on passe à côté de l'inconscient. Alors la façon de se rendre compte de l'inconscient dans cette histoire, c'est de se pencher un peu sur ses rêves, se pencher un peu comme si, lorsqu'on est sur le miroir horizontal, là je marche sur mon image, eh bien je me penche un peu en avant, c'est-à-dire je restitue un peu du miroir horizontale, de façon à apercevoir cette image inconsciente, en me mettant dans une position qui rappelle le miroir vertical, mais cette fois horizontale, c'est-à-dire j'horizontalise un peu mon corps pour me permettre d'avoir accès à cette image verticale de l'inconscient. Et cette image inversée, ici, elle est sur la même face, alors que dans le cas de figure de tout à l'heure, elle était sur l'autre face. J'y vois cette différence, hein, c'est une interprétation. Hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça, c'est juste une interprétation. C'est que ceci nous donnerait une image de ce qui se passe dans la psychose, où, à l'état conscient, je vois ce qui se passe dans l'inconscient. Voir mes vidéos sur la psychose, où je montre qu'en effet, les voix peuvent dire des choses de l'inconscient, des choses de l'Oedipe, des choses de la castration, qui normalement ne sont pas dites au conscient. On ne peut les trouver que dans le rêve. Mais c'est comme si finalement la personne qui est dans un moment psychotique, je ne dis pas que la personne est psychotique, hein, eh bien c'est comme si elle rêvait. Elle a accès au miroir horizontal, c'est-à-dire à ce qu'il y a dans l'inconscient, et c'est sur la même face. Et puis,
on peut continuer le périple. Cette fois, là, le bonhomme a franchi la courbure et on lui fait franchir cette fois la torsion. Et on retrouve à nouveau l'image en miroir, c'est-à-dire que c'est sur l'autre face, c'est inversé droite et gauche, et par rapport à la figure qui est à droite de la bande de Mébius ici, ça s'est inversé haut et bas aussi. Mais par rapport à la figure de base, ça ne s'est inversé que devant, derrière, et droite et gauche. Là aussi, dire que la bande de Mébius n'a qu'une torsion, c'est faire abstraction de la courbure qui est nécessaire à ce passage d'une face à l'autre. Le passage d'une face à l'autre ne se fait pas seulement par la torsion. Dans le premier cas de figure, où on était passé tout de suite par la torsion, eh bien, il y avait certes le passage par l'autre face, mais pour le bonhomme qui assure cette fonction, eh bien, il est en pointillé et il a la tête en bas, donc il ne se voit pas. Il n'y a pas accès. Pour y avoir accès, il faut qu'il fasse ce travail de l'analyse, de passer par la courbure et de revenir à une image en miroir. Le rêve donnant effectivement une image en miroir de moi-même que j'ignorais, qui est celle où j'ai les pieds en l'air et la tête en bas. Par exemple, dans un rêve que j'ai fait récemment, où j'allais chercher un analysant dans la salle d'attente, et où je voyais qu'il y avait toute une file dans la salle d'attente, ce qui n'est jamais arrivé puisque je ne fais pas attendre les gens. Et je reconnais un de mes analysants dans cette file d'attente qui, quand il me voit, a un véritable regard de haine à mon égard et il s'enfuit. Et ça, c'est la haine que j'avais à l'égard de mon analyste qui, lui, me faisait attendre. Il y avait toujours 6-7 personnes dans sa salle d'attente. Il me faisait attendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Ceci pour me garder entre 5 minutes et un quart d'heure au grand maximum. Il y avait arnaque. J'étais en colère, mais je n'osais pas lui dire ma colère. Je ne sais même pas si j'y avais accès. Puisque c'est comme si j'étais sur le miroir horizontal, effectivement, où quelque part ma colère était là, mais je ne la manifestais pas. Mon rêve me permet, en me penchant un peu, de voir cette image de moi en colère que je ne pouvais pas voir à l'époque. Et je la vois comme ça 40 ans après, ça fait beaucoup. Non mais ça fait pas mal d'années que je dis d'une autre manière ma colère à l'égard de mon premier analyste. Ce rêve n'en est qu'un des avatars. Voilà, donc cette courbure est indispensable à la structure de la bande de Mébius. Qu'on la prenne comme objet, parce que s'il n'y a pas cette courbure, eh ben, les deux faces ne sont toujours pas en rapport, même si la torsion est dans la partie restante, pour que les deux faces soient en rapport, ben, il faut aussi cette courbure qui n'est pas rien. Et cette courbure, elle n'est pas rien en tant qu'elle est deux torsions. Donc, à partir de ces 3 torsions restituées, démontrer qu'une courbure, c'est bien l'équivalent de 2 torsions. On remet notre bonhomme dans la même position, le nez contre la surface, et on le fait subir la première torsion. Et vous pouvez vérifier que cette torsion, alors moyennant l'angle qui est entre les deux, il faut s'autoriser de penser les deux faces, la verte et la jaune, comme les deux éléments d'une pince ou d'un ciseau qui peuvent se refermer. Et s'ils se referment, à ce moment-là, le petit sujet noir se retrouve en face de son image en pointillé, sur l'autre face. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que la droite et la gauche ont été changées. Le bonhomme n'est pas changé entre le dessus et le dessous, le haut et le bas, mais il est sur l'autre face. C'est donc bien une image en miroir. Une torsion suffit. Donc, il est faux de dire que la bande de Mébius est équivalente au miroir, qui était la question dont j'étais parti il y a 25 ans. Ce qu'il faut dire, ce qui est juste, c'est qu'une torsion
quelle qu'elle soit, est équivalente au miroir. Une torsion qui peut être sur une bande de Mébius, qui peut être sur un cylindre, qui peut être sur n'importe quel objet, pourvu qu'il ait une torsion, que cet objet soit à un nombre impair de torsions ou nombre pair de torsions. Parce qu'on peut généraliser la bande de Mébius après. La bande de Mébius telle qu'elle, c'est une bande qui a un nombre impair de torsions, et puis une bande qui a un nombre pair de torsions, ce n'est pas une bande de Mébius, c'est une bande qui a deux faces. Voilà. C'est un bilatère, comme on dit en topologie, tandis qu'une bande qui a un nombre impair de torsions est un unilatère. Il n'y a qu'une face. Unilatère. Bon, continuons à faire bouger le bonhomme sur la bande. De jaune, il va passer à rouge. Je l'ai fait monter un petit peu plus sur la bande jaune pour le mettre à proximité de la torsion. Et là aussi, vous pouvez vérifier que le passage de cette torsion inverse la gauche et la droite, laisse le bonhomme les pieds au même endroit. C'est pas le miroir horizontal, jamais, mais c'est sur l'autre face. C'est donc aussi un miroir. On continue et on fait revenir le bonhomme sur la face verte. C'est à nouveau un miroir. Ça n'inverse pas le haut et le bas, ça inverse la droite et la gauche, ça inverse le devant et le derrière. Mais par rapport au bonhomme de départ, nous retrouvons cette configuration-ci qui indique que l'écriture du bonhomme importe. Donc ça ne marche pas de cette façon-là, avec cette façon d'écrire la bande de Mébius. Sauf si, mais avant d'en venir au sauf si, voyons si c'est pareil en faisant circuler le bonhomme dans l'autre sens, puisque sur la bande à une seule torsion, dite à une seule torsion, on l'a fait circuler dans l'autre sens. Alors je fais ça aussi pour cette bande. Voilà. On vérifie que c'est aussi un miroir. Deuxième torsion, c'est encore un miroir. Troisième torsion, c'est encore un miroir, mais ce n'est pas le miroir vertical par rapport au bonhomme d'origine. Donc on a obtenu à chaque fois, quand on écrit la bande comme ça, on a obtenu un basculement du bonhomme autour de l'axe de ses pieds, vers l'avant ou vers l'arrière, basculement qu'on ne trouve dans aucun miroir. Mais on peut écrire les choses autrement, comme ça. Parce que comme ça, c'est équivalent à l'écriture que j'ai donnée de la bande de Mébius, dite à une torsion. Parce que quand on procède comme ça, voilà, franchissement de la première torsion, et cette fois, on n'obtient pas un miroir, on obtient le même type de basculement qu'après les 3 torsions dans l'écriture précédente. Je dois donc ajouter un correctif à mon théorème de tout à l'heure. Toute torsion est un miroir lorsqu'on écrit le bonhomme transversalement à la bande. Mais si on l'écrit longitudinalement, alors on obtient le basculement que nous avons trouvé tout à l'heure. Deuxième franchissement de torsion, et cette fois, ça inverse encore le bonhomme, haut et bas. C'est encore le même basculement que l'on retrouvera à chaque torsion, de même qu'on avait trouvé un miroir à chaque torsion dans l'écriture précédente. Et puis, dernière torsion, et bien là, on retrouve le miroir vertical, c'est-à-dire le miroir de la conscience, qui me fait voir tel que j'ai envie de me voir dans le miroir. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on va devant un miroir, c'est pour voir une belle image. Si on trouve que sa gueule va pas bien, un matin de gueule de bois, ou un matin où on s'aperçoit qu'on a pris 40 ans, normalement on s'en aperçoit tous les jours, merci, mais enfin, peut-être qu'un jour on dit plus, nom de Dieu, là vraiment ça commence à... Voilà. Ça commence à être une figure de vieux et plus une figure de jeune. Et donc ce qu'on fait dans le miroir, c'est se peigner, c'est se rajouter des trucs pour une femme, du maquillage, des fossiles, des boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez. Pour un homme, une barbe, une moustache, des cheveux, tout ce qu'on voudra. Ou parfois maintenant aussi une boucle d'oreille ou même une boucle de nez. Tout est possible, ce qui montre que l'important dans le miroir, c'est qu'on se sent incomplet, qu'on soit homme ou femme, et qu'on rajoute quelque chose, on modifie quelque chose pour se retrouver complet. Alors oui, c'est peut-être aussi enlever quelque chose. Quand l'homme se rase, par exemple, eh bien, il enlève quelque chose, mais on sait bien que l'homme rasé, c'est devenu dans la culture symbole de virilité.
C'est selon les moments dans la culture. Il y a des moments où il faut avoir la barbe pour faire viril, et il y a d'autres moments où il faut avoir les cheveux coupés très courts et la barbe super bien rasée pour faire viril. Ça, c'est des variantes, mais c'est toujours dans le rajouter ou enlever, ce qui renvoie au phallus et à la castration, bien évidemment. C'est ça qu'on voit dans une image, c'est ça qu'on voit dans ces circulations du bonhomme sur la bande de Mébius. Ce qu'on peut dire là, c'est que donc, dans cette écriture-là, la bande verte qui inverse devant, derrière le bonhomme et droite et gauche, cette bande-là, c'est le miroir conscient, c'est le miroir influencé par l'idéal du moi. Je veux me voir comme plus idéal que je ne suis. Tandis que les deux autres bandes, la jaune et la rouge, sont les images données par l'inconscient, comme celle du moi en colère que j'ai exprimée tout à l'heure. C'est une image de moi inversée que j'ai décidé de métaphoriser par ces inversions, dont on voit qu'elles ne sont pas les mêmes selon qu'on démarre le glissement du bonhomme dans un sens ou dans un autre, parce que d'un côté, le bonhomme passe sur l'autre face, et dans l'autre cas, le bonhomme reste sur la même face. Dans les deux cas, il a les pieds en l'air. Il est inversé, mais l'inversion ne concerne pas ou concerne l'inversion de face à autre face. C'est pour ça que j'avais appelé l'autre miroir conscient-inconscient, parce que étant sur la même face, on y a plus accès. On a accès à l'inconscient par le biais d'une hallucination auditive ou visuelle. J'avais dit que dans le cas du rêve, il fallait se pencher un peu en avant pour l'observer, l'analyser, c'est-à-dire rendre l'inconscient conscient. Eh bien, c'est donc plutôt cette figure-là qui serait celle du rêve, parce que ça reste quand même sur l'autre face, la face où je dors. Alors que dans ce cas de figure, les deux bonshommes restent sur la même face, bien qu'inversés. Ça ressemble plus au fait d'être dans l'imaginaire, pris pour la réalité, comme dans une hallucination, comme dans la psychose. Ceci nous permet de distinguer conscient et inconscient et névrose et psychose. Mais dans l'écriture à trois torsions, parce que du fait qu'on a trois parties ici, ça nous permet, pour nous, dans la psychanalyse, de faire cette distinction entre le moi, le ça et le surmoi. Où on voit le surmoi qui, effectivement, est du côté de l'idéal du moi, c'est-à-dire qui pousse, qui pèse sur le moi pour le faire ressembler à l'idéal, tandis que le ça, c'est celui qui ne ressemble pas du tout à l'idéal. C'est celui qui éprouve des sentiments incestueux, c'est celui qui éprouve l'angoisse de castration, donc celui qu'on ne veut pas voir. Ou celui qui se voudrait de notre sexe, par exemple, puisque c'est très à la mode comme débat en ce moment. Je prépare une vidéo sur cette question-là également, la question des transgenres. Donc, c'est des choses qui, normalement, restent dans l'inconscient. Mais qui, du fait du miroir horizontal, dont j'ai dit qu'on pouvait se pencher pour voir quand même ce qu'il y a dans l'inconscient, mais consciemment. D'ailleurs, le rêve, c'est aussi quelque chose dont on est conscient. Simplement, le maquillage du rêve fait qu'on n'est pas conscient de ce que ça représente. Voilà. Et ça, je l'ai représenté sur la surface jaune, parce qu'elle est à la fois dessus et dessous, elle est sous la bande verte et sur la bande rouge. Et c'est ce qui indique que le surmoi prend ses forces aussi dans le ça. Parfois, le surmoi reprend, pas parfois, c'est tout le temps, reprend les mots ou les exigences d'un parent qu'on retrouve dans le miroir. Il faut que je sois proche de l'idéal. L'idéal, c'était ce que mes parents disaient de moi, dans le meilleur des cas. Parce que quand les parents passent leur temps à dire t'es qu'un bon à rien et t'arriveras jamais à rien, évidemment, le surmoi, il pèse, mais dans un sens extrêmement négatif. C'est lui qui fait rater les examens, tandis qu'un surmoi idéal, quand les parents disent « mon petit chéri, t'es un génie et tu y arriveras », là, ça aide à passer ses examens, et drôlement. Le ça, lui, il est contradictoire, disais-je, à la fois dessus et dessous, parce que il y a à la fois ce que je dissimule par rapport au moi, et là où le surmoi prend ses forces dans le ça. Hein, c'est-à-dire le désir incestueux.
Parce que le désir que j'ai à l'égard de ma mère ou de mon père, il s'est nourri du désir de mon père et de ma mère. C'est réciproque ce truc-là. C'est pas à sens unique. Mais ça, on ne veut pas le voir. Donc, la bande jaune, la bande rouge, côté de l'inconscient, la bande verte, côté conscient. Bande jaune, bande rouge, côté du basculement ou de la torsion, comme on peut le voir ici, le bonhomme qui est dans la bande jaune a son image dans la bande rouge, comme dans un basculement, et dans la bande verte, comme dans un miroir vertical. Donc c'est ça l'avantage de cette écriture pour la psychanalyse. Tout ceci nous permet aussi de préciser l'énoncé du théorème de l'écriture de la bande de Mébius. Lorsque chaque torsion est un basculement, les trois torsions aboutissent à un miroir. Et lorsque chaque torsion est un miroir, les trois torsions aboutissent à un basculement. Outre le fait qu'elle prend en compte le fait de la courbure comme étant deux torsions. Et que le fait que la courbure est équivalente à deux torsions, on va le montrer ici. Revoilà le mouvement de la courbure. Voilà, par comparaison, nous voyons ici que dans la bande de Mébius écrite à trois torsions, le bonhomme qui est dans la face verte passe dans la face jaune, puis passe dans la face rouge, et en comparant le bonhomme de la face verte et celui de la face rouge, on s'aperçoit que c'est le même que la configuration qui est écrite dans la bande qui est toute jaune, entre les deux bonhommes qui sont tout noirs et en plein. Ils sont tous les deux tout noirs, ils sont tous les deux en plein, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même face. Donc il a fallu passer deux torsions, la torsion 1 et la torsion 2, pour en arriver à cette image qui est obtenue par la courbure au niveau de la bande écrite à une torsion. Donc voilà, démonstration faite mathématiquement que la fonction courbure est égale à la fonction de deux torsions. Si on faisait tourner les bonhommes dans l'autre sens, on aurait exactement la même chose. Alors notez qu'on aurait pu inscrire aussi les choses de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la torsion en haut et la courbure en bas, on met la torsion à droite et la courbure à gauche. Et on peut vérifier que les résultats sont les mêmes. Voici. Et puis, en faisant franchir la courbure, si on fait circuler les choses dans l'autre sens, on a d'abord le miroir inconscient, mais conscient cette fois, puisque ça se passe toujours sur la même face. Et par une deuxième manipulation, on passe cette fois par la torsion. Et on vérifie que, encore une fois, la torsion produit un miroir, et l'équivalent d'un miroir plutôt, tandis que globalement, par rapport au bonhomme initial, nous avons un basculement. Donc voilà, là j'ai fait une démarche essentiellement mathématique, une démarche d'orientation sur cet objet qu'on appelle la bande de Mébius, qu'on l'écrive à une ou à trois torsions. Au point de vue fonctionnel, elle a toujours trois torsions. Quaderat demonstrandum. Alors, en quoi ça nous apprend à raisonner ? Ça nous apprend à raisonner en ceci déjà que ce que dit Lacan et ce qui est écrit dans les livres ne se vérifie pas. Quand on prend la peine de refaire le raisonnement, de faire les expériences. On a beau faire la meilleure des théories, si on ne la vérifie pas, ça n'a pas de sens. Ici, je vérifie par la mathématique, simplement par un raisonnement. Il n'y a pas besoin de calcul, hein. C'est juste de l'orientation logique. Je vérifie déjà cela, qu'il ne s'agit pas de croire, qu'il s'agit
de se mettre au travail soi-même. Le théorème complet des fonctions de la bande de Mébius, tel que je l'affiche ici, montre qu'il y a du miroir objectif et du miroir subjectif. Le miroir objectif se repère au fait qu'il n'inverse pas la gauche et la droite, comme vous le voyez sur les petits bonshommes qui lèvent la main gauche au même endroit. Par contre, les miroirs subjectifs inversent la droite et la gauche. C'est la torsion dont je vous parlais tout à l'heure. Je passe sur l'autre face et je suis conscient de ce qui se passe sur l'autre face, du moins dans le miroir vertical. Dans le basculement, qui n'est pas un miroir, je passe sur l'autre face, mais c'est subjectif aussi, parce qu'il y a ce retournement de la droite et de la gauche. Et aussi parce que la courbure ou les deux torsions, qui donnent un miroir objectif, vous vous rappelez que c'était sur la même face. Je ne change pas de face. Ou alors, si j'emploie les deux torsions, je passe de l'autre côté et puis je reviens du même côté. Bon, c'est ce qui peut donner une image de la psychose au sens où l'inconscient est immédiatement accessible dans la réalité, c'est-à-dire dans un miroir objectif. L'inconscient qu'on ne voit pas parce qu'on marche sur sa propre image, eh bien, là, on le voit sur la même face de la réalité. Bon, c'est aussi prendre des mots pour des choses, c'est-à-dire c'est donner sur la même face, le mot et la chose, de même que l'image est sur la même face. Je prends ces personnages qui sont moi pour de la réalité, comme je pourrais prendre mes mots pour de la réalité. Dans cette idée du « je ne vois pas mon image » lorsque je marche sur le miroir horizontal, il y a cette idée que celui qui est dans un moment de psychose ne se rend pas compte, en effet, que ces personnages inversés, qui lui veulent du mal ou trop de bien, ne sont pas des images de lui-même. Je repense à l'analyse du film Un homme hors du commun, ou Un homme extraordinaire, je ne sais plus, qui racontait l'histoire de ce mathématicien qui a eu le prix Nobel et qui était complètement fou. Un homme d'exception, voilà, ça s'appelait comme ça. Dans mon analyse du film qui rend compte de son histoire, je vois qu'il y a trois personnages dans ses hallucinations. Un personnage débraillé et alcoolique qui lui fait faire toutes les transgressions, qui est le ça, et c'est une hallucination, c'est comme dans un rêve, c'est un personnage inventé par lui. Un personnage qui est censé appartenir à la CIA et qui l'oblige à travailler pour le gouvernement, pour la sauvegarde de la patrie. Celui-là, c'est le surmoi. Et lui, il est le troisième, pris entre ces deux personnages. Il est le troisième et un quatrième personnage qui est une petite fille qui vient arriver à un moment et qui représente lui, enfant. Et lui, enfant, aux prises à la question de la différence des sexes, puisqu'il se présente comme une petite fille. Et comme ça, effectivement, il peut y avoir des transgenres qui se présentent comme sur l'autre face, à l'inverse du sexe qu'ils ont dans la réalité. Mais ça reste une image, ça reste une hallucination. Ce n'est pas parce qu'un petit garçon dit « je suis une petite fille » qu'on va le croire. On peut croire qu'il l'a dit, vérité d'énonciation. Mais on ne va pas croire qu'il l'est, vérité d'adéquation au fait. Il faut bien distinguer ces deux types de vérité. Il n'y a pas que l'objectivité, comme Vapro qui ne veut voir que l'image objective au miroir, il y a aussi l'image subjective, dont on voit qu'elle est au minimum divisée en trois. Et je me suis mis comme ça au travail du rêve. Non pas parce que Freud l'avait dit, mais parce que, effectivement, je rêvais beaucoup et que j'avais envie de comprendre. Et c'est comme ça que j'ai compris que le rêve donnait de moi des images, plusieurs images différentes, que je ne comprenais pas auparavant, que je ne comprenais pas être des images de moi-même. Parce que dans un rêve, il peut y avoir plusieurs personnages qui représentent plusieurs moi-même. Par exemple, dans un rêve, je peux être poursuivi par des flics ou par des soldats. Bon,
eh ben, c'est un rêve où moi je suis moi, mais le moi qui est poursuivi, c'est celui qui est poursuivi par le moi qui est le surmoi, à savoir les flics. Et pourquoi il est poursuivi? Ben, pourquoi? Parce qu'il a rencontré une femme. Et ça, c'était le ça. C'était le moi qui a rencontré son désir, c'est-à-dire le ça. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 3 images. Bon, voilà au moins le rapport qu'on peut faire avec la psychanalyse. Et dans les milliers de rêves que j'ai analysés, je pourrais dire qu'il y a toujours, quelquefois c'est plutôt le ça, quelquefois c'est plutôt le surmoi, mais la plupart du temps, il y a les deux personnages, ou deux personnages qui représentent ces deux formes de moi-même, ces deux images de moi-même. Celle qui se veut conforme à l'idéal et qui fuit la punition de ne pas être conforme à l'idéal, et celui qui veut se faire plaisir, et qui donc, pour s'être fait plaisir, reçoit le châtiment du surmoi présentifié par des flics, des soldats, tout ce que vous voulez, même des patrons, des représentants de l'autorité, qui sont des représentants des parents, toujours. Voilà donc le récit d'un petit rêve qui nous montre ce qu'on peut faire avec ça. Parce que ça peut aider à analyser un rêve. Hein. Voilà. Dans le rêve, je fais partie d'un cirque. L'ensemble du cirque, moi et tous les artistes, on est hébergés dans un hôtel. Le problème, c'est qu'on n'a pas un rond pour payer l'hôtel. Je monte au premier, suivi par tous les autres. Le premier est une salle de restaurant, mais elle est fermée pour l'instant. Moi, je cherche un endroit pour pisser, mais j'en trouve pas. Et à ce moment-là, le patron du cirque nous fait signe de loin en nous disant « Voilà, il faut qu'on se tire maintenant ». C'est-à-dire se tirer sans payer, quoi, parce que on n'a pas un rond. Alors je regarde par la fenêtre, si je peux me tirer par là, et je m'aperçois que sous la fenêtre, il y a une corniche sur laquelle je pourrais effectivement me risquer à avancer, mais c'est quand même un peu périlleux. Parce que j'aimerais aller à la fenêtre en dessous pour récupérer ce que j'ai oublié dans l'hôtel. Donc je me décide finalement de ne pas le faire parce que c'est trop dangereux et d'emprunter les escaliers comme tout le monde au risque de se faire voir par le patron de l'hôtel, cette fois. Vous voyez qu'on retrouve là le ça, le moi, le surmoi. Bon, moi c'est moi dans le rêve, mais il y a toujours ce qui pèse du surmoi. C'est-à-dire on n'a pas un rond et pourtant il faut payer. Et le ça dit, sous la forme du patron, c'est là où le surmoi prend ses forces dans le ça, hein, sous la forme d'un autre patron, le patron du cirque, c'est lui qui nous dit « Allez, on se tire sans payer ». C'est lui qui est du côté du ça, paradoxalement, ce patron-là. Parce que c'est un autre patron, finalement, pour moi, le ça, c'est-à-dire mes désirs inconscients. Partir sans payer, c'est pas mal. Mais je pars d'où? Je pars de cet hôtel, et l'indice qui m'est donné, là, qui est fondamental, c'est 1, que j'ai envie de pisser, 2, que je veux récupérer ce qui est à la fenêtre, ce que je pourrais récupérer dans la pièce en dessous en passant par la fenêtre et par la corniche. Là, il y a une torsion. Vous le sentez. Il faut sortir dehors pour rentrer dedans. C'est-à-dire passer d'une face à l'autre face. Et je reconnais là ce que j'ai découvert dans des centaines et des milliers de rêves, c'est-à-dire cette préoccupation qui est toujours la mienne. J'ai oublié quelque chose dans le ventre de maman, il faut que j'aille le chercher. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est le phallus, évidemment. Et là, dans ce rêve, bon, c'est donc le ça, hein, c'est l'Oedipe archaïque. Vouloir retourner dans le ventre de maman, l'envie de pisser, c'est une... comment dire, la façon archaïque dont les enfants se représentent l'acte sexuel. Et donc je ne trouve pas où pisser dans la salle du dessus. Le restaurant est fermé, c'est-à-dire que ma mère ne me donne plus le sein. C'est ça que ça veut dire. Hein, et l'envie de pisser, c'est l'envie de la baiser. Hein. Une fois qu'il n'y a plus le sein, on peut passer à la phase suivante, la phase génitale, et avoir envie de baiser maman. Donc, il y a une torsion là entre le sein et le phallus. Le phallus que j'ai oublié, parce que je suis atteint, je me crois atteint par la castration depuis le début de mon existence.
pour ça que les questions qu'on nous pose souvent du côté des gens qui ne croient pas à la psychanalyse, quand je parle de castration, ils disent « Ah, eh ben, elle est femme alors ». Eh ben oui, ben, les femmes comme les hommes, c'est pareil. On croit tous au phallus imaginaire et on croit tous qu'on l'a perdu, qu'on en est un dans la réalité ou pas. Donc on voit bien ce jeu des torsions entre d'une part la face où moi je suis moi, la face de l'autorité, le patron auquel je ne dois pas me faire voir en sortant. Je prends le risque de me faire voir parce que je renonce, j'accepte les impératifs du surmoi, c'est-à-dire j'accepte qu'il y a l'interdit de l'inceste et j'accepte que je ne peux pas retourner dans le ventre de maman chercher le phallus que j'y ai soi-disant oublié. Au fond, c'est un rêve assez sage qui a admis les impératifs du surmoi, mais qui en même temps met en scène les impératifs du ça, c'est-à-dire l'Oedipe archaïque et l'envie de satisfaire une pulsion phallique, ici représentée par l'envie de pisser. Donc tout ça sur la face jaune, jaune comme le pipi et mon gilet, c'est-à-dire la façon, encore une fois, dont les enfants se représentent l'acte sexuel. Au point que je me suis dit qu'une représentation encore plus juste dans l'écriture de la bande de Mébus serait celle-ci, c'est-à-dire le surmoi toujours en rouge et le ça toujours en jaune, mais les deux étant sur le moi. Les deux étant le patron quelque part, mais pas le même patron. Le patron du respect de la loi, il faut payer ses dettes, il faut payer l'hôtel, il faut payer la dette qu'on doit à maman, et en même temps le ça qui est, il ne s'agit pas de payer une dette, il s'agit de jouir de maman, autant du sein que du vagin, ou de l'utérus en remontant à l'intérieur, et le moi qui est entre les deux, qui essaie de jouer avec ces deux possibilités, l'une du côté du plaisir, l'autre du côté de la loi. Vra.